Bonjour, je suis Karine Limousin des éditions territoriales. Je vous souhaite la bienvenue à cette webconférence sur la revitalisation des cœurs de ville organisée par les éditions territoriales et présentée par Monsieur David Lestou, directeur associé du cabinet Cible et Stratégie. Cette webconférence est conçue à partir de son ouvrage « Revitaliser son cœur de ville, l'adapter au commerce de demain », dont la deuxième édition est parue récemment. Monsieur David Lestou co-dirige depuis plus de 20 ans le cabinet Cible et Stratégie spécialisé en urbanisme commercial. De par sa formation, marketing territorial, aménagement, urbanisme, il apporte au territoire une vision prospective du commerce. Il a au cours de ses missions développé une méthode d'intervention pour la revitalisation des centralités. C'est cette méthode qui va vous être présentée. Avant de lui passer la parole, je vous précise que vous pouvez poser vos questions par l'intermédiaire du module situé à droite de votre écran. Monsieur Lestou répondra à vos questions à l'issue de sa présentation. Merci. Depuis 2008, on assiste à une croissance extrêmement forte des mètres carrés commerciaux. Tout type de commerce confondu, du petit commerce ou du commerce plus important. Finalement, depuis 2008, les mètres carrés commerciaux augmentent sur à peu près tous les territoires, 5 à 6 fois plus vite que la population. Et puis, vous l'aurez constaté, vous, moi, en tant que consommateur, on consomme de moins en moins dans les mètres carrés commerciaux qui se construisent. On consomme de plus en plus sur Internet. Prenons juste un chiffre, la consommation sur Internet, c'est aujourd'hui à peu près 15 à 16% sur des marchés de l'équipement de la personne. Mais la consommation en dehors des circuits classiques de points de vente, c'est aussi la consommation chez le producteur pour les produits alimentaires. Et tout ça fait en sorte que lorsqu'on doit revitaliser un centre-ville, il va falloir que l'on intègre une chose essentielle, c'est qu'en matière de commerce, eh bien, on est dans une logique où aujourd'hui l'offre est supérieure à la demande. Donc il est clair qu'on aura certainement besoin de revitaliser les centres-villes demain en partant d'un postulat de base que dans les centres-villes, il y aura automatiquement moins de commerce qu'hier, simplement parce que le commerce vit sa plus grande révolution. Ce constat d'ailleurs, soit dit en passant, vaut pour les centres-villes, mais vaut exactement aussi pour la question du commerce de périphérie. On sait qu'en France, dans les 10 ans qui viennent, dans les 12 ans qui viennent, on aura certainement entre 20 et 22 millions de mètres carrés commerciaux de trop. Donc la question de la vacance que l'on connaît dans les centres-villes aujourd'hui, on la connaîtra aussi certainement sur les espaces de périphérie parce que le consommateur, c'est-à-dire le consommateur, c'est pas quelqu'un de lambda, c'est vous et nous, eh bien on va consommer tout à fait différemment. Donc il faut qu'on intègre ça et lorsqu'on est dans une logique où l'offre est supérieure à la demande, il y a un enjeu essentiel, c'est la question de la différenciation. Si je veux que mon centre-ville existe dans un rapport offre-demande tellement disproportionné, il va falloir qu'on affirme une image différente, une différenciation, et c'est ce qu'on va chercher à retrouver en termes de méthodes de revitalisation qu'on va développer très succinctement dans la demi-heure qui va venir. Sur la méthode de revitalisation, je crois qu'il faut, pour la décliner, déjà s'interroger sur une chose. Est-ce que le centre-ville déjà a un avenir? Est-ce que finalement, revitaliser un centre-ville, ça serait pas un vœu pieux? Et donc, interrogeons-nous sur le rôle du centre-ville. Alors, très clairement, le centre-ville, c'est un enjeu essentiel pour l'élu. Parce que le centre-ville, finalement, c'est quand même un lieu où on a de l'identité, on a un facteur de lien social, et c'est vrai que l'élu, lui, pour le développement de sa ville, a besoin d'un centre-ville. Mais on se rend compte aussi qu'en termes d'attractivité, le centre-ville a un rôle extrêmement important. Depuis qu'on analyse, nous, les questions de centre-ville, les questions d'attractivité, globalement, des territoires, on s'est rendu compte qu'il n'existe pas de territoire sur lesquels on aurait un centre-ville dégradé, mais une croissance de population à l'échelle du territoire. On se rend compte aussi, et on s'en est rendu compte là, en travaillant sur un volet économique de Scott dernièrement, que le centre-ville a aussi un rôle extrêmement important pour attirer des entreprises sur un territoire. C'est-à-dire que le centre-ville est aussi un vecteur de la bonne santé d'un territoire, est un vecteur d'attractivité des salariés qui travailleront sur les entreprises, y compris même d'une zone d'activité. Donc le centre-ville est un défi, un besoin pour l'élu en termes d'aménagement du territoire. Le centre-ville est un formidable défi
à relever en termes d'attractivité. Il n'existe pas d'attractivité de territoire, et y compris de territoires intercommunaux, si le centre-ville de la ville-pôle de ce territoire n'est pas attractif. C'est un véritable marqueur où on a beaucoup d'affectifs autour du centre-ville. Et puis, l'autre élément aussi qui fait dire que le centre-ville a certainement un avenir, et je réponds positivement à la question qui est posée, le centre-ville a un avenir parce que si on regarde aussi les évolutions de population, les évolutions de population et tous nos territoires, et je regardais la liste des inscrits à cette webconférence, tous les territoires que vous représentez sont confrontés à un vieillissement de la population. Sur la plupart des territoires que vous représentez, on aura, dans les 10 ans qui viennent, certainement 40% d'habitants de plus de 60 ans. On aura, dans ces 40% d'habitants de plus de 60 ans, certainement 20% d'habitants de plus de 75 ans. Finalement, tout ce vieillissement de la population, qu'on peut appeler positivement la senior économie, va obliger aussi à repenser le rôle, ou en tout cas repenser les fonctions commerciales, et dans ces fonctions commerciales de proximité, eh bien certainement que le centre-ville a un enjeu, parce que je crois que le modèle que l'on a aujourd'hui en France, qui est finalement d'éloigner petit à petit le commerce dans des grands ensembles commerciaux et l'éloigner des zones d'habitat, eh bien n'est pas un facteur, on va dire, d'équilibre territorial à l'heure d'une senior économie aussi représentée. Donc oui, le centre-ville a un avenir en termes d'image, un avenir et un rôle essentiel en termes d'attractivité, mais il a aussi en termes de démographie, d'adaptation aux évolutions démographiques territoriales, un enjeu très important et un défi très important à relever. Alors, une fois qu'on s'est interrogé et qu'on se dit finalement, oui, le centre-ville a un avenir, voyons maintenant quels sont les éléments de méthode qu'on peut essayer de travailler lorsqu'on veut s'attacher à la revitalisation d'un cœur de ville. Premier élément de méthode, c'est d'abord s'interroger sur les moteurs d'attractivité d'un centre-ville. Lorsqu'on intervient, puisque dans le cabinet que je co-dirige, notre métier principal, c'est pas de faire des conférences, mais c'est bien d'intervenir auprès de collectivités dans la revitalisation de cœur de ville. Moi, je propose toujours aux élus, aux techniciens qui travaillent sur la revitalisation, de se poser en amont 4 questions. Déjà de se dire, il n'y a pas d'ordre, prenons-les même dans le désordre. Première question, c'est de se dire, qu'est-ce qui donne aujourd'hui envie d'habiter dans le cœur de ville? Parce que les cœurs de ville aujourd'hui, s'ils sont en fragilité, et si le commerce y est fragile, c'est parce que essentiellement les cœurs de ville ont perdu une grosse partie de leur population. Donc on met en place des opérations programmées d'amélioration de l'habitat pour réhabiliter du bâti en termes d'habitat, mais finalement, est-ce qu'on s'est posé la question de savoir qu'est-ce qui donne envie d'habiter en cœur de ville? C'est ce que j'appelle les facteurs de résidentialité. Dernièrement, je faisais ce type de travail avec des élus d'une commune en Bretagne, et à la question qu'est-ce qui donne envie d'habiter au cœur de ville, j'avais une vingtaine d'élus devant moi, et les élus m'ont dit, on ne sait pas, nous on n'imagine pas habiter véritablement dans le cœur de ville. Si l'élu lui-même n'imagine pas habiter dans le cœur de ville, on peut s'interroger sur ce qui donne envie à un consommateur X ou Y de venir s'y implanter. Donc, s'interroger sur les facteurs de résidentialité, s'interroger aussi, est-ce qu'aujourd'hui, mon cœur de ville, il donne envie de venir s'y balader, de boire un verre en terrasse? Est-ce que finalement, j'ai des aménités qui donnent envie? Est-ce que l'autre élément aussi qui est important, et troisième question, on se plaint souvent des commerçants qui ne rénoveraient pas suffisamment leur point de vente. Mais finalement, est-ce qu'on s'est posé la question de ce qui donnerait envie aux commerçants d'investir? Est-ce qu'on leur donne suffisamment de visibilité sur l'avenir du centre-ville? Est-ce qu'on a bâti un projet de centre-ville? Et puis finalement, si on n'a pas de projet de centre-ville, on ne donnera pas non plus envie à des nouveaux acteurs de venir s'implanter. Donc finalement, si on veut revitaliser un cœur de ville, il faut déjà rentrer dans une démarche finalement de marketing territorial et répondre très clairement en se disant, voilà, à 5 ans, bien voilà, ce qui donnera envie d'habiter en cœur de ville, c'est telle ou telle chose. Ce qui donnera envie de venir consommer, se détendre en cœur de ville, c'est telle ou telle chose. Et c'est parce qu'on aura apporté des réponses sur ces 4 questions que le commerce, au final, pourra fonctionner. Et en parlant de fonctionner et en parlant de fonction, je crois que la deuxième étape, c'est aussi de se dire que si on veut revitaliser un centre-ville, il va falloir qu'on définisse le périmètre de ce centre-ville. Le périmètre de centre-ville, à partir du moment où on part du principe que l'on aura moins de commerce qu'hier dans les centres-villes, que l'on aura certainement un commerce différent demain que celui d'hier, il va falloir aussi que l'on ait un périmètre
de centre-ville qui soit lui aussi différent. Vous avez ici sous les yeux un travail qu'on a mené avec une commune des Deux-Sèvres qui s'appelle Thouars, où là on a fait différentes hypothèses de ce que pourrait devenir le centre-ville, qui était hier un centre-ville historique, dans des rues XVIe siècle, très étroites, à un centre-ville finalement qu'on a qualifié de centre-ville recentré. Donc finalement on est en train de faire muter l'espace de centre-ville. Donc partons du principe, si on veut efficacement revitaliser un cœur de ville, qu'il faudra définir un nouveau périmètre de centre-ville, sans pour cela que le centre-ville soit parti sur un rond-point, parce que toutes les fonctions y sont présentes, mais il y a certainement des rues du centre-ville qui étaient hier commerçantes, qui ne le seront plus demain. Donc il va falloir réinventer aussi l'espace de centre-ville, et on ne peut pas imaginer, et on le dit régulièrement à nos interlocuteurs, que le centre-ville de demain, ça sera le centre-ville d'hier avec X commerce, X commerce de métiers de bouche autour d'une place historique. Il aura peut-être une forme différente. Mais ce qui fera son attractivité, c'est l'intensité des fonctions. Parce que l'autre problématique des périmètres de centre-ville, c'est qu'ils sont, à notre sens, beaucoup trop vastes, et que finalement on va diluer les fonctions à l'échelle d'un périmètre trop vaste, alors que ce qui fera l'attractivité d'un cœur de ville, c'est l'intensité des fonctions. Il vaut mieux avoir 50 commerces regroupés dans un petit périmètre qu'une centaine de commerces dilués sur un périmètre beaucoup plus large. Donc il va falloir vraiment retravailler et se re-questionner sur le périmètre de centre-ville, et on mène actuellement des missions avec l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat sur la question de la revitalisation, de définir une méthode de revitalisation. Le premier point de travail, c'est déjà de redéfinir le périmètre. Donc, se poser les bonnes questions, redéfinir le périmètre, et puis troisième étape, qui est certainement la plus importante, c'est de pouvoir s'interroger et intégrer les 4 fonctions de la centralité. Si nous souhaitons que le commerce fonctionne dans un centre-ville, il faudra impérativement que le centre-ville ait un fonctionnement pertinent sur les quatre fonctions que vous avez sous les yeux. Il y a la fonction identité, la fonction service, la fonction habitat, la fonction économique. Alors, juste une petite parenthèse. On ne trouve pas dans ces 4 fonctions une quelconque fonction stationnement. Et pourtant, j'entends dire régulièrement que les fondamentaux du centre-ville, c'est le stationnement. Je dirais, moi, que le stationnement ne sert à rien si on n'a pas traité, il y a un si on n'a pas traité avant cela la question de l'attractivité. J'ai des centres-villes, l'exemple du centre-ville de Thouars, où nous avons énormément de places de stationnement, mais le commerce ne fonctionne pas. Donc le stationnement n'est pas la condition suffisante pour que le commerce fonctionne. Pour que le commerce fonctionne, eh bien, il va falloir justement que ces 4 fonctions fonctionnent, si je peux me permettre d'employer ce terme. On peut les prendre là encore dans le désordre. Prenons la question de la fonction habitat. Elle est essentielle puisque ce qui va faire la réussite d'un commerce de centre-ville, et je pense essentiellement d'un commerce de proximité, de centre-ville ou de centre-bourg d'ailleurs, c'est la densité de population qui va se trouver à 3 minutes du commerce. 3 minutes de déplacement, plutôt 3 minutes de déplacement à pied, voire en voiture. Or, quand on regarde à l'échelle des centres-villes ces périmètres de centre-ville, on se rend compte qu'on a un taux de vacances extrêmement important, 20-30% de taux de vacances dans l'habitat, et qu'effectivement on aimerait qu'il y ait du commerce de proximité qui fonctionne sans habitants de proximité. Ça ne peut pas fonctionner. Et c'est ce qui explique que finalement, on retrouve des boulangeries, des pharmacies qui vont migrer sur les ronds-points, parce que sur les ronds-points, certes, il n'y a pas de densité de population, mais elles vont compenser la perte de population du centre par le flux qui peut s'y développer. Pour illustrer le propos, je vais prendre un exemple, l'exemple de la ville de Montbéliard. Montbéliard, on travaille depuis un certain temps sur la ville, et le premier contact que j'ai eu avec les élus de Montbéliard était le suivant, en disant « Rendez-vous compte, sur le centre-ville de Montbéliard, rien ne va plus en termes de commerce, nous n'avons plus uniquement que 2 boulangeries. » Chemin faisant, on a analysé les éléments statistiques et on s'est rendu compte que dans l'IRIS centre-ville, c'est-à-dire la plus petite maille INSEE d'analyse, nous avions finalement 2500 habitants résidant dans le centre-ville, pour une commune qui fait 25 000 habitants sur une agglomération qui en fait à peu près 150. Finalement, c'est assez logique que pour 2500 habitants, nous n'ayons que 2 boulangeries. Donc il va falloir réinventer l'habitat de cœur de ville pour justement apporter une clientèle de proximité,
pour nos commerces de proximité. Et retravailler la fonction habitat, c'est éviter de faire des opérations programmées d'amélioration de l'habitat. Il faut en faire, mais certainement avec un dispositif renouvellement urbain, parce qu'on voit bien que si on fait simplement des OPA, on fait de l'amélioration de logement, certes, on fait aussi beaucoup de découpes de grands logements, et qui font que finalement, on découpe des grands logements en petits logements, et finalement en centre-ville, on accueille des débuts et des fins de parcours résidentiels, ce qui fait qu'on vient aussi souvent paupériser malheureusement le cœur de ville et fragiliser notre commerce de proximité. Dans les fonctions, on peut parler de la fonction service. La fonction service, je vais juste, pas la décliner dans son ensemble, mais je vais parler de la fonction médicale. Il est clair qu'à l'aune d'une senior économie qui se développe, le commerce fonctionnera là où nous aurons des densités en médecins, en profession paramédicale. Je vais juste aussi prendre un exemple très simple à ce niveau-là. Un groupe de distribution a annoncé l'an dernier que les galeries marchandes autour des supermarchés, voire des hypermarchés, allaient muter de galeries marchandes en galeries médicales. C'est-à-dire en trouvant, j'ai vu le cas dans une ville en Vendée, aujourd'hui, autour de ce supermarché, on a 3 médecins généralistes, 3 médecins spécialistes, un labo d'analyse. Ça me rassure, parce que le constat que font les groupes de distribution est à peu près le même qu'on fait dans les centres-villes. Les centres-villes qui fonctionnent, les centres-bourgs qui fonctionnent, ce sont aussi les centres-villes qui ont su garder les équipements qui créent un flux obligé vers le centre-ville. Et comme premier équipement qui crée un flux obligé, eh bien, les fonctions médicales sont essentielles de ce côté-là. Donc, sans fonction médicale en cœur de ville, on n'aura pas, quoi qu'il en soit, un commerce qui aura suffisamment de flux pour vivre. La fonction économique, c'est la question de la périphérisation des activités tertiaires, qu'elles soient publiques ou privées. On voit un glissement de toutes ces fonctions vers l'extérieur. Alors le glissement en soi des fonctions, ça fait moins de flux, mais ça fait surtout moins d'actifs. Et la question aussi d'avoir des actifs qui travaillent dans le cœur de ville est un sujet important. La plupart des villes moyennes françaises ont perdu environ 30% de leurs actifs de cœur de ville sur les 5-6 dernières années. Pas parce que les emplois ont disparu, simplement parce que les emplois ont migré vers des pôles tertiaires de périphérie. On voit que ce n'est pas une histoire de commerce qui a migré, c'est bien une histoire de fonctions et donc de potentiels qui ont migré aussi. Et puis quatrième fonction, la fonction identité. Oh, vous savez, la fonction identité, elle est très simple. C'est de se dire, est-ce que mon centre-ville, tel qu'il est aménagé, donne envie de s'y promener, aussi simplement que ça. On peut se poser un peu la question différemment, je la pose souvent aux élus, pour vérifier si la fonction identité du centre-ville fonctionne. Est-ce que lorsque vous avez des amis de la famille qui viennent vous rendre visite, est-ce que la première chose que vous faites visiter dans votre commune, est-ce que c'est le centre-ville? Si ce n'est pas le cas, c'est que certainement on a un problème de fonction identité. Et la fonction identité, c'est tout ce qui permet un peu d'enchanter le client, d'enchanter le futur résident aussi. Je crois que là, on a un sujet extrêmement important. Donc, si on veut vraiment avoir une méthode de revitalisation de cœur de ville, il faudra qu'on travaille certes sur le commerce, mais en amont et avant de travailler sur le commerce, il faudra s'assurer que les facteurs favorables au développement du commerce que vous avez sous les yeux soient réellement présents dans le centre-ville. Et du coup, si on regarde ces fonctions-là, on s'amuse nous souvent à hiérarchiser les fonctions en fonction justement de la situation. Alors on a des centres-villes touristiques où la fonction identité est très représentée. Exemple La Rochelle, on a un centre-ville avec une forte fonction identité, par contre on n'a plus de fonction habitat, on n'a quasiment plus de fonction service, tout est parti sur des espaces de périphérie et on se retrouve avec une vacance en habitat extrêmement importante et un commerce qui souffre en dehors des périodes estivales. Vous avez le centre-ville administratif qui va jouer sa fonction service. Il en reste encore quelques-unes, mais qui va peut-être pas être suffisamment bien aménagé pour donner envie de s'y balader. On a l'ex-centre-ville. Je pense que chacun sur son territoire peut en trouver, où l'ensemble des fonctions se sont appauvries. Et derrière ça, on va trouver des centres-villes où là, on va avoir pour le coup 20-25% de taux de vacances du commerce, conséquence de fonctions qui ne sont pas suffisamment assumées. Et puis, dernier centre-ville, ce que j'appelle le centre-ville qui n'existe pas. Parce qu'à partir du moment où un centre-ville est habité, eh bien généralement, toutes les autres fonctions
parce qu'il y a de la clientèle de proximité, parce qu'il y a de la population de proximité, toutes les autres fonctions suivent, on va dire, une sorte de cercle vertueux. Donc interrogeons-nous à chaque échelle de centre-ville, de centre-bourg, sur ces fonctions-là. Se poser les bonnes questions, définir le bon périmètre, travailler sur les différentes fonctions. On a là 3 étapes essentielles que je compléterai par une sorte de 4e étape ou une sorte de synthèse. C'est que finalement, si on veut qu'un centre-ville fonctionne, y compris même si on rentre par la clé du commerce, il faudra surtout qu'on travaille le centre-ville à 360 degrés en travaillant à la fois sur le commerce, mais aussi tous les facteurs qui favorisent finalement le fonctionnement du commerce, ce que j'appelais tout à l'heure, et j'insiste vraiment sur cette formule, les facteurs de commercialité. Mais les facteurs de commercialité, je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure, mais la question du stationnement fait partie des facteurs de commercialité, mais à condition qu'on ait traité les fonctions avant. Ce que j'ai appelé les connexions, toutes les questions aussi de mobilité, qu'on ne va pas développer ici, peut-être à travers vos questions, vont être aussi des sujets importants. Et puis, si on veut aussi agir sur le centre-ville à 360 degrés, il va falloir donc travailler en termes d'acteurs. Ça renvoie à la question de la gouvernance véritablement d'un centre-ville. Il va falloir être capable de travailler avec les commerçants, ça généralement on le fait lorsqu'on fait de la revitalisation commerciale d'un centre-ville. Il va falloir travailler aussi avec les propriétaires des locaux commerciaux. N'oublions pas une chose, et un bouleversement extrêmement important, c'est que les commerçants ne sont plus ou quasiment plus propriétaires des cellules dans lesquelles ils les exercent, donc le rôle des propriétaires est essentiel. Il n'y a pas de gouvernance de centre-ville sans impliquer les propriétaires. Travailler avec les acteurs de l'habitat, travailler avec des praticiens médicaux pour identifier aussi quels sont leurs besoins futurs en bâtiment, en espace d'activité, travailler bien évidemment avec les acteurs publics et aussi être capable de bâtir un projet qui va impliquer les acteurs privés. Parce que avec la baisse des dotations de l'État, avec la baisse des ressources des collectivités, il n'y aura pas de revitalisation si on ne sait pas aussi impliquer dans un projet les acteurs privés qui vont contribuer à la rénovation de l'habitat, qui vont contribuer à la réimplantation d'équipements qui créent du flux sur les cœurs de ville. Et puis, pour terminer, je dirais que la question des centres-villes, il faut la réintégrer et la réinterroger comme on le fait tout le temps par rapport aux espaces de périphérie. Mais les espaces de périphérie auront les mêmes questions que les centres-villes à se poser demain, c'est-à-dire comment on va intervenir sur la vacance. Et le centre-ville ne sera jamais plus gros, ne sera jamais plus fort que la périphérie, mais par contre, le centre-ville aura sa carte à jouer, et si on s'inspire de cette citation de Darwin, le centre-ville aura sa carte à jouer si justement il sait se différencier et il sait véritablement s'adapter à un consommateur qui change, s'adapter à une organisation de territoire qui change et s'adapter aussi à une sociologie de population qui va connaître dans les prochaines années de profonds bouleversements. Donc 2 mots-clés, adaptation, différenciation et un 3e, vision à 360 degrés. Alors je vous remercie de votre attention. Alors je vais simplement chausser mes lunettes pour voir s'il y a quelques questions qui s'affichent. Alors, des questions sur le son, a priori. Voilà, donc je vois que certains nous disent ça y est, ça fonctionne, c'est bon, j'ai tout entendu, c'est parfait. Et si vous avez des questions d'ordre technique sur lesquelles je pourrais vous répondre, n'hésitez pas. Hein, si vous voulez aussi, par l'intermédiaire des éditions territoriales, qu'on reprenne à tâche après cette webconférence, je suis à votre disposition. Je vois une question, comment intéresser les commerçants dans une démarche de revitalisation? Les commerçants, on les intègre dans une démarche de revitalisation en leur parlant d'abord des mutations extrêmement importantes du commerce. On va les intégrer en travaillant sur de la prospective. On va les intégrer en
d'identifiant des potentiels justement de développement. Et puis on va les intéresser à la démarche de centre-ville en évitant simplement de travailler avec eux uniquement sur la question de l'aménagement urbain. Je travaille actuellement sur une commune en Bretagne où on a les plus grandes difficultés en termes de revitalisation parce que les seules questions qu'on a posées aux commerçants, c'est de savoir s'ils étaient satisfaits de l'espace public et automatiquement, on travaille uniquement sur la question du stationnement. Donc réélargir, donner des perspectives, c'est un enjeu important. Alors, je note ici, nous avons deux centres-villes, un historique et l'autre créé de toutes pièces, séparées de 4 km. Comment faire en sorte que ces deux centres soient attractifs? Pour que ces deux centres soient attractifs, je crois qu'il faut s'assurer que les 4 fonctions soient respectées sur les deux centres. C'est la question de la liaison entre les deux centres. Ça peut être aussi des questions de positionnement différencié en termes d'activité. Donc là, il y a vraiment un approfondissement pour choisir les bons leviers. Je vois une question sur le stationnement, sur comment faire quand on a de l'occupation, de l'attractivité et du stationnement, mais que le commerce est moins fréquenté. C'est la question là sur laquelle il faut vraiment intervenir. C'est quelle régulation du stationnement on a, quelle rotation du stationnement. Je pense qu'on a vraiment une problématique là-dessus. Être capable de concilier du stationnement résidentiel, mais être capable aussi de garder du stationnement à forte rotation pour le commerce. Donc c'est la question vraiment on va dire de la rotation des places et de ne pas limiter la question du stationnement à un centre-ville à un nombre de places par commerce, mais vraiment à la réelle utilisation et à la réelle disponibilité. Alors, logique urbaine, exemple communauté urbaine de Lille, une solution pour contribuer à la revitalisation des centres-villes. La question est très lapidaire. Il n'y a pas une solution. Je crois que tout l'enjeu, c'est justement de travailler sur les 4 fonctions. Il n'y a pas qu'une solution, c'est de travailler sur l'ensemble des fonctions. Et s'il y en avait une, éventuellement à retenir, c'est vraiment d'être capable de garder dans le centre des équipements qui créent du flux. On a sans population, sans clientèle de proximité, si on n'a pas des équipements qui créent du flux, ça ne fonctionnera pas. Quel est à votre avis l'impact de départ des services municipaux vers l'extérieur des périphéries du centre-ville? Eh bien, l'impact est très fort. Ça fait partie de la fonction service et de la fonction économique. Je crois qu'on a fait là de très fortes erreurs. Là, la collectivité avait la capacité par les services municipaux à garder des actifs au cœur de ville. Si on les déplace vers les extérieurs, automatiquement on déplacera les flux et automatiquement on déplacera les potentiels. Et finalement, si on déplace les potentiels, il est assez logique que le commerce suive ces potentiels. Et d'ailleurs, j'en veux juste une preuve, c'est que sur la plupart des communes où le taux de vacances des commerces dans le centre-ville augmente, on n'a pas à l'échelle de la commune, voire de l'agglomération ou de la communauté de communes, on n'a pas de baisse du nombre de commerces. C'est que le commerce s'est réparti différemment sur le territoire en suivant les équipements qui créent du flux. Comment motiver des commerçants qui ont, pour cause de travaux d'un futur immeuble, décident de se braquer contre la mairie alors que l'immeuble en question générera près de 250 logements. C'est l'implication pour moi dans un projet commun et travailler très en amont avec les commerçants, ne pas faire de la pseudo-concertation tout à la fin, mais vraiment de traduire aussi 250 logements nouveaux, c'est quel type de clientèle, c'est quel type de potentiel, c'est-à-dire d'objectiver, parce que 250 logements pour un commerçant, ça ne veut rien dire en termes de potentiel. Donc on cherche toujours à objectiver 250 logements, c'est quoi comme nouvelle demande? C'est peut-être des nouveaux services qu'il va falloir aussi proposer aux consommateurs. Je vois un exemple ici, une question, pardonnez-moi, le lien entre centre-ville et équipement culturel, exemple, éloigner le cinéma du centre-ville ou au contraire tout faire pour le garder. J'ai eu l'occasion de travailler sur des communes, une vingtaine de communes engagées dans l'appel à manifestation d'intérêt de l'État sur les centres-villes et les centres-bourgs. Sur l'une de ces communes, j'ai un maire qui vient me voir après la réunion de lancement qui me dit on va travailler sur la revitalisation. Et Monsieur Lestou, vous êtes d'accord, il n'y a plus de place pour les professions médicales en cœur de ville, il faut mieux les mettre en périphérie. Puis il me dit on a un cinéma, on veut aussi l'amener sur la périphérie, ça ne change rien, me dit-il. Eh bien, je crois qu'à travers ces questionnements-là, on a toute la problématique des services culturels, c'est qu'on a besoin de ces locomotives pour que le cœur de ville fonctionne, parce que si on a ces locomotives-là, on va créer du flux
commerçants, pour les commerçants, pardonnez-moi, mais on va aussi avoir des facteurs de résidentialité plus importants. Je crois qu'il ne faut pas l'oublier, toute cette fonction et cette caractéristique de l'habitat. La circulation dans de vieux centres-villes peut être un frein au fonctionnement des commerces, pas obligatoirement si on sait travailler la question des entrées de ville, la question du stationnement d'entrée de ville, sur la question aussi, qui est très importante, de la qualité du lien entre l'espace de stationnement et le commerce. Parce que dans certaines villes, on se dit, voilà, on fait des parkings d'entrée de ville, les gens peuvent bien marcher. Oui, mais pour donner envie aux gens, comme on dit, de marcher, il va falloir aussi que les aménagements urbains, la distance psychologique entre le stationnement et le commerce soit réellement travaillée. Les centres-villes ayant perdu leur fréquentation au fil du temps, on est confronté à la transformation des locaux commerciaux en habitation. Il y a des rues où il faut favoriser la transformation du commerce en habitat, parce qu'il y a des rues demain où on n'aura plus de commerce. Et peut-être que le commerce ou les deux commerces qui restent dans cette rue-là, il faut peut-être travailler pour les relocaliser dans l'hypercœur de ville. Et ça renvoie à la bonne définition du périmètre de centralité, qui était la deuxième étape de réflexion que je proposais tout à l'heure. Une question, je vois aussi sur les enseignes et les façades commerciales. Comment faire prendre conscience aux commerçants qu'ils doivent faire des efforts sur leurs enseignes dans le cadre d'un centre-ville historique? Je vais prendre deux exemples qu'on a mis en place sur deux communes pour faire prendre conscience aux commerçants. Je crois qu'il n'y a rien tel que l'exemple. Et plutôt que s'arrêter à faire on va dire une charte de façade, une AVAP qui va réglementer, on a fait intervenir un designer qui a pris en photo chaque façade de commerce et qui a fait une simulation en disant, voilà, si vous respectez la VAP et si vous respectez la charte, en l'occurrence, voilà quel look aura votre commerce demain. Et là, on a complètement déclenché une envie d'investir de la part du commerçant. Le commerçant ne comprend pas parce qu'il n'a pas un langage d'architecte, un langage d'urbanisme, il ne comprend pas notre langage, le commerçant, notre langage d'organisation, d'AVAP, de charte, etc. Il faut lui montrer visuellement ce qu'il a gagné. Et je prends l'exemple de ces deux communes-là. On avait une charte qui existait avec des incitations financières à l'application de la charte. Tant que les commerçants n'avaient pas vu ce que ça pouvait donner, eh bien, on n'avait aucune consommation des aides financières qui étaient proposées. Donc là, c'est vraiment la gouvernance, du management, de l'accompagnement des commerçants qui est important. Et je crois qu'il y a une dernière question qui est apparue. Voilà. Quels sont les facteurs de succès d'un travail collaboratif, synergique entre grande et moyenne surface en périphérie et commerce indépendant en centre-ville? C'est déjà se dire que la grande surface ou les grandes surfaces et le centre-ville ont le même défi. C'est capter la clientèle d'une zone de chalandise et une clientèle qui est en renouvellement constant et qui est beaucoup plus mobile qu'avant. Donc l'enjeu, ça va être, si on prend des territoires ruraux, des territoires périurbains, on est confronté au même enjeu, c'est-à-dire un problème d'identité et de captation, et on peut trouver des actions communes entre grandes surfaces et commerçants. Et moi, je milite pour que les associations de commerçants aient toutes les formes de commerce qui soient représentées. La création d'un centre d'activité culturelle destiné aux associations serait-il un apporteur de flux? Oui, très clairement, on le voit bien. C'est des parents qui viennent emmener leurs enfants dans ce centre culturel ou ce centre d'activité. Ce sont des parents, des adultes qui pratiquent ou des jeunes adultes qui pratiquent. Oui, tout ce qui crée du flux est bon pour le centre-ville. Que pensez-vous des grandes photos qui aujourd'hui tapissent les façades et vitrées fermées lorsque on a besoin simplement d'accompagner la mutation d'une rue, oui, ça peut être une bonne chose. C'est jamais une situation définitive, c'est une solution intermédiaire, juste pour relooker, donner un aspect visuel en attendant de remettre du commerce qu'on a pu déplacer d'un autre endroit, ou alors en attendant de faire muter ces cellules commerciales vers d'autres fonctions que du commerce. Et là, on a des enjeux extrêmement forts. Je crois, en regardant le timing, voilà, on arrive, je crois, au bout de cette conférence. Juste une dernière question, hein, et je prendrai celle-là, et puis après je vous saluerai. Comment se positionner lorsqu'on est une ville de taille petite ou moyenne, à côté de deux grosses agglomérations, jouer en partie la carte d'une spécificité ou chercher la concurrence? Je crois que c'est la question, c'est la question du lien affectif. C'est pas une question de quantité de commerce. Sur des communes qui ont cette caractéristique-là, moi je travaille souvent, en premier lieu, sur la question des cafés et des restaurants. Je me suis rendu compte que sur les communes périurbaines situées proches des agglomérations, ce qui va rattacher le consommateur
à son cœur de ville, c'est les fonctions de convivialité. Ça ne sera jamais les fonctions commerciales. Et c'est parce que la convivialité fonctionnera que les fonctions commerciales, derrière ça, auront une chance d'être rayonnantes. Je vous remercie de votre attention et puis je vous souhaite une très bonne fin de journée et restons à votre disposition pour plus d'échanges. Oui, merci d'avoir été aussi nombreux à suivre cette webconférence. Pour aller plus loin sur le sujet, nous vous recommandons bien évidemment l'ouvrage Revitaliser son cœur de ville qui est disponible sur notre boutique en ligne. Cette webconférence a été enregistrée, donc vous pourrez la revoir sur notre site www.territorial-édition.fr dès la semaine prochaine. Bonne fin d'après-midi à tous. Au revoir.